âges-là. Alors quand vous dites que je suis sur votre droite, je sais bien qu'en France on penche sociologiquement à droite, mais j'imagine que c'est une expression de commodité de parole. Alors, d'où je parle, moi je suis chercheur indépendant. Et je suis essayiste, c'est-à-dire que je suis auteur d'un certain nombre d'essais sur la ville en général, c'est-à-dire que je m'intéresse à la ville. Pour moi c'est une même pièce. À une face, ce serait ce qu'on appelle les villes pauvres, et l'autre face, ce serait la ville riche. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours autour d'une même pièce. Et mon intervention, elle ne va pas porter tellement sur ce livre-là, hein, elle va plutôt porter sur à la fois le Grand Paris et la question finalement de la démocratie aujourd'hui, et comment est-ce que un projet comme celui-là, EuropaCity étant exemplaire, mais on peut aussi faire état du même cas à une autre échelle à Saclay, à Notre-Dame-des-Landes. Il y a comme ça toute une foultitude d'endroits en France où le cheminement démocratique est totalement piétiné au nom finalement d'une façon d'agencer le territoire. Alors j'aimerais démarrer par un lieu qui n'est pas très loin d'ici. C'est un endroit qui a démarré à peu près comme le projet EuropaCity a été initié. On est à la fin des années 70 et vous avez une multinationale du loisir qui décide de construire une station touristique, un parc de loisirs. Et c'est intéressant parce que le débat a porté à l'époque sur l'intérêt et l'utilité de ce lieu-là, à la fois parce qu'on était dans une France qui se désindustrialisait. Le taux de chômage, rappelez-vous, au début des années 80, était extrêmement fort. Nombre d'usines fermaient. Et le discours finalement qui a été porté, c'était celui de dire, grâce à cette multinationale du loisir, des milliers d'emplois vont être créés. Et en même temps, l'établissement public qui avait travaillé à l'arrivée de cette multinationale-là avait inscrit l'ouverture du parc dans ce fameux équilibre entre l'Est et l'Ouest parisien. Grosso modo, à la faveur de cet endroit-là, du moins de cette construction-là, l'Est qui était extrêmement défavorisé sur le plan économique aurait sa part du gâteau. Donc cette société-là a eu la possibilité de s'installer. L'État, à travers sa signature, a exproprié un grand nombre d'agriculteurs, parce que la différence entre la France, les États-Unis et tous les pays anglo-saxons, c'est que l'État français a une omnipotence dans sa façon d'agir qui empêche toute contestation. Lorsque la société Disney, qui est la société dont je parle, a construit son premier parc en Floride, Disney n'a pas obtenu le fait que d'autres concurrents s'installent en périphérie de ces parcs. C'est-à-dire qu'il y a des concurrents qui ont ouvert des hôtels. Contrairement au Val d'Europe, du moins à Marne-la-Vallée, où Disney a obtenu de l'État français que toute concurrence soit neutralisée. Disney a obtenu de l'État français que l'État construirait une autoroute, une gare RER. Il a obtenu des syndicats que la ligne A du RER serait une ligne qui serait la moins touchée par les grèves, et donc nulle part ailleurs. Il y avait d'ailleurs cette fausse concurrence qui a agité les médias et de façon finalement à illusionner tout le monde. Rappelez-vous, on disait, si on ne donne pas à Disney les moyens finalement de s'installer, cette capacité à finalement créer un lieu qui encore une fois amène de la valeur économique, Disney irait à Barcelone. Or, ayant travaillé, ce dont je vous parle, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, j'ai fait une étude et d'ailleurs j'en ai fait un livre. Pour Disney, il n'a jamais été question d'aller à Barcelone.
Barcelone, c'était qu'un épouvantail. Il était évident que le positionnement central de Marne-la-Vallée et de la France dans l'espace européen faisait que Marne-la-Vallée était le lieu qui était tout désigné pour Disney pour fabriquer, pour reconstruire son parc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand Disney est arrivé, l'État français, le politique en général, a communiqué autour d'une station touristique, un premier parc, un deuxième parc. Or, quand on travaille, quand on regarde les archives, quand on fait une enquête fouillée sur le terrain, on se rend compte que jamais Disney n'est venu ouvrir un parc ou un deuxième parc. Disney est venu ouvrir une autre façon de faire de la ville. C'est-à-dire que, pour résumer, le Disney s'installe sur 5 communes, des villages de 200 à 300 habitants, il y en a, et a obtenu de l'État français que, en matière d'aménagement, en matière de cahier des charges, il a une vision omnipotente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrent en matière d'hôtellerie, il n'y a pas de concurrent en matière de commerce, c'est-à-dire que dans ces 5 communes-là, il n'y a pas de centre commercial qui pourrait faire concurrence au centre commercial Val-de-Rome. Et à l'époque, quand j'avais travaillé dessus, j'avais parlé de la fin de la ville publique, parce que pour moi, c'est une façon d'acter que l'État, notre vie finalement démocratique, arrive à quelque chose qui est la fin. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la ville qui est la ville de tous, la ville ouverte à tous, mais on cède à un acteur économique qui, au prétexte d'une situation économique qui est extrêmement dégradée, qui est en train de muter, cet acteur économique-là, finalement, on va lui céder du foncier. Et on va lui céder la gestion de ce foncier. Alors le foncier appartient à tous. Et surtout, en autorisant, en cédant à ces acteurs économiques-là, on cède finalement sur les conditions démocratiques du vivre ensemble, les conditions démocratiques d'une destinée collective. Et moi je pense que on peut finalement, à travers le Grand Paris, faire ce constat-là. Quand vous lisez les médias, de quoi il est fait état? D'un problème de gouvernance, d'une vision finalement assez clivée entre la gauche et la droite à travers le projet EuropaCity par exemple, à travers les modes de gouvernance, à travers finalement les gares finalement qui seraient installées. Or il ne s'agit pas ça du tout, on est encore une fois dans un jeu d'ombre. Le Grand Paris est d'abord antidémocratique et depuis l'émergence de la Défense, dont je parle dans ce livre, le quartier d'affaires, depuis les années post-68, ce qu'on observe, c'est que la question du territoire et la question de l'aménagement du territoire, elle impacte la vie de tous sans qu'elle soit discutée. Et c'est quoi le Grand Paris, qu'est-ce qu'il dit? Le Grand Paris, c'est une façon d'acter le fait que on ne fait plus de la ville pour tous, on ne fait plus la ville de façon à ce que chacun puisse y faire sa place. On sectorise la ville, c'est-à-dire qu'on va parler en matière de logement, on va parler en termes de mobilité, de transport, on parlera d'équipement public. Or, ce qui fait sens, de mon point de vue, ce qui fait la cohérence de tout ça, c'est vers quoi on va tous. Et je pense que EuropaCity participe de ça. D'ailleurs, quand on lit le dossier de presse après le comité interministériel d'octobre 2014, Manuel Valls, mais comme d'autres, ne se cache pas de ce que EuropaCity, comme Paris-Saclay, comme Marne-la-Vallée, comme le centre, ce pôle médical autour de Villejuif, tous ces lieux-là sont des lieux qui sont définis comme étant des sortes de pôles de compétitivité, des sortes de pôles finalement qui sont destinés à marquer finalement une façon d'orienter le territoire. Et quand je dis que c'est indiscutable, il suffit de regarder les débats au Parlement,
jamais le Grand Paris a été débattu. Il est débattu, encore une fois, en matière de gouvernance, mais jamais il est débattu en matière de démocratie. Est-ce que ça a été finalement discuté? Est-ce que le fond a été discuté? Regardez encore à travers ce jeu d'ombre, la question des gares. Les 36 gares qui seront construites, il faut être dupe pour entendre qu'il s'agit seulement de gares. Tous les promoteurs de BTP ont compris, que ce soit Vinci, Bouygues, Eiffage et d'autres, que construire une gare, c'est construire des logements, c'est construire des commerces, c'est construire des écoles. Donc finalement, qu'est-ce qu'on construit? Des villes. Et on cède ça à qui? On cède ça à ces acteurs économiques. Les mêmes élus, finalement, qui s'opposent à certains projets, se précipitent pour obtenir leur propre gare. Lorsque ces gares-là, finalement, étaient discutées au moment de la présidence de Nicolas Sarkozy, le fond du débat n'était pas est-ce qu'on se reconnaît dans cette nouvelle cartographie des transports, mais est-ce que moi, je vais bénéficier de ces nouvelles gares de façon à ce que mon territoire soit un territoire qui va capitaliser. Moi, je connais bien Jean-Pierre Blasy pour avoir travaillé sur Gonesse à un moment. Blasy, c'était le responsable des questions de sécurité au PS. Et on peut entendre, hein. Après tout, je suis maire de banlieue, mais on pourrait aussi porter peut-être le même jugement s'agissant d'Aulnay-sous-Bois. Un élu d'une banlieue populaire qui considère que sa commune a été longtemps stigmatisée, sa commune avait du mal finalement à capter les classes moyennes, à capter les richesses, et qui voit à travers ce Grand Paris, quoi, peut-être la perspective d'attirer des nouvelles classes moyennes, puisque même les discours sur la mixité sociale, hein, on le voit à travers les projets en rue, sont des discours qui ne portent pas. Seulement, c'est se tromper. Parce que je ne suis pas sûr que, à Gonesse par exemple, à travers le projet d'Europa City, la ville finalement va réellement se régénérer. Elle va sûrement se cliver. Quartier populaire pauvre et nouvelle population riche. Elle va sûrement elle va sûrement discriminer un type d'habitants, d'un type de population. Mais est-ce que tout ça, ça fait sens? Est-ce que tout ça, ça fait du vivre ensemble? Moi, j'en suis pas convaincu. Et ce qui me surprend, c'est que à la fois ça n'est pas débattu, c'est même pas contesté pour une raison simple, c'est que il n'y a qu'à voir les mobilisations, malgré toute l'énergie, tout le courage des associations qui sont ici, on pourrait considérer qu'il y ait davantage de monde. J'étais à Notre-Dame-des-Landes, j'y retourne à l'Université populaire, je défends ce livre dans un certain nombre d'endroits, et ce qui revient très très souvent, c'est à la fois de la démobilisation. Alors contrairement à ce que vous dites, moi je ne suis pas convaincu qu'on soit dans quelque chose qui soit circonstanciel. Je pense que depuis les années post-68, la désillusion vis-à-vis du politique n'a cessé de s'amplifier. Alors, on se trompe quand on dit que les gens ne s'intéressent plus à la politique. La politique telle qu'elle se pratique dans les partis n'intéresse plus les gens. La politique telle qu'elle se pratique ne mobilise plus. Par contre, moi ce que j'observe, c'est que ici et là, des milliers de collectifs se créent. Des milliers d'individus finalement œuvrent dans des sphères publiques. Alors petites, ici c'est Notre-Dame-des-Landes, là c'est Sivins, là c'est Roibon, ici c'est Europa City, là c'est contre un projet de transformateur EDF, ici dans tel quartier c'est contre un projet en rue, etc. Mais tout le débat doit finalement porter sur, premièrement, comment faire converger tout ça? Le NPA s'est trompé dans les années 2000 en imaginant qu'il suffisait d'aller dans les quartiers populaires et de scander des slogans finalement qui captent, qui fassent un peu la transition entre ouvriers, classe populaire et la nouvelle underclass des banlieues populaires. Il ne suffit pas de scander des slogans pour que les gens finalement se retrouvent. Par contre, tout l'enjeu, de mon point de vue, et des associations comme les vôtres, c'est comment arriver à cette convergence-là. Comment faire en sorte que le politique, finalement, qui
qui n'est sensible qu'à cette chose-là. Cette chose finalement qui ne peut que le perturber, qui ne peut que le brusquer, qui n'est pas que l'élection, puisque finalement même à travers l'élection, on se rend compte que les choses demeurent figées. Et les élus qui sont finalement qui se voient contester finalement à travers des actions collectives des projets qu'ils mènent, ces élus-là sont finalement d'une élection à l'autre restent en place. Moi je crois plutôt que toute la question qui aujourd'hui interpelle les collectifs comme les vôtres, c'est comment arriver à créer un ensemble de convergence. Il y a eu un moment les altermondialistes, vous savez ces mouvements au début des années 2000 qui avaient imaginé une sorte de convergence multiple à travers des questions aussi disparates que les sans-papiers, les migrants, les quartiers populaires, les causes écologiques, etc. Ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que c'était stupide comme démarche. Ça veut juste dire que l'enjeu, il est là, de mon point de vue. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Grand Paris, il est en marche depuis très longtemps. Et c'est ce que je montre à travers ce livre. Aujourd'hui, le Grand Paris n'est pas une affaire d'élus, mais c'est une affaire de lobby spéculo-marchand. C'est-à-dire que vous avez les investisseurs, vous avez les banquiers et vous avez les promoteurs qui agissent de concert et qui n'attendent pas. Parce qu'il y a un marché, les gares c'est 36 milliards d'euros, il y a des commerces, il y a des écoles, et il y a une demande, parce que malheureusement notre société est extrêmement clivée, et le discours finalement, cette idéologie néolibérale qui dit à longueur de journée, les méritants finalement auront leur place dans ce Grand Paris, par contre les autres en seront de facto exclus, ce discours y porte. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « je ne veux pas, je suis chercheur en biologie ou je ne sais quoi, et je ne veux pas travailler sur le plateau de Saclay ». Quand on vous vend tous les jours que Saclay, c'est la future Silicon Valley en Europe, et évidemment, ce discours-là, au bout d'un moment, impacte dans les pratiques sociales. Donc, je crois que le danger finalement qui pointe et qui doit nous interpeller tous, c'est comment faire pour contester ce lobby. Vinci a créé un think tank qui s'appelle la Fabrique de la Cité. La Fabrique de la Cité, on trouve la directrice stratégique de la Société du Grand Paris dans le conseil d'administration. Vous avez des chercheurs qui sont dans ce conseil d'administration, vous avez des architectes qui sont dans ce conseil d'administration, vous avez des élus qui sont dans ce conseil d'administration, et ces gens-là, finalement, valident l'option de ces lobbies-là. Vous avez Eiffage qui a créé Phosphorescence, et Phosphorescence est déjà en train de travailler les élus, de construire Euromed 2 à Marseille, à Grenoble, à Strasbourg. Vous avez Bouygues aussi, qui est en train de construire aussi, qui a imaginé un programme qui s'appelle Bien commun. Alors on est dans une autre forme de construction, mais finalement qui n'est pas très éloignée de ce qui se joue à travers Europa City. Bouygues dit aux bailleurs sociaux, vous ne savez pas gérer vos parcs, votre patrimoine. Moi je vous propose de prendre ça en main. Je crée Bien commun, et Bien commun, je suis celui qui construit, je suis celui qui choisit vos locataires, je suis celui qui régule la vie de vos espaces, et je vous garantis que ça va vivre correctement. Les bailleurs sociaux, qu'est-ce qu'ils se disent? Il y en a assez des regroupements dans les halls d'immeubles, il y en a assez des problèmes avec certains locataires, j'achète. Est-ce que tout ça, ça fait de la démocratie? Est-ce que tout ça, finalement, ça fait sens? Oui, d'un point de vue néolibéral encore, ça fait sens. Mais par contre, je ne suis pas sûr que la société qu'on est en train de projeter soit une société du bien commun, mais bien commun dans un sens finalement plus démocratique, plus progressiste. Et je crois que tout l'enjeu, ce sera celui de, encore une fois, porter la convergence, porter la contestation, parce que vous êtes seuls, les médias sont contre vous, il n'y a qu'à voir tout ce qui s'est joué autour de la pétition contre Europa City. Combien c'est aujourd'hui difficile d'éditer, de diffuser une pétition dans un journal comme Libération.
ou dans un journal comme Le Monde. Combien c'est... Et donc, on sait que éditer une pétition dans un site comme Mediapart, même si Mediapart a le courage du travail qu'il fait et que Mediapart n'est pas illégitime, mais la portée n'est pas la même en matière d'interpellation du politique. Et donc, je crois que il va falloir être fort, il va falloir être têtu, et comme me disent des zadistes dans le livre, c'est-à-dire que la difficulté, c'est comment on fait de l'altérité, comment on combat la politique telle qu'elle se joue dans les partis, et comment faire de la politique dans la sphère publique. Voilà. Merci.